Salut à tous, cet ex-rugbyman fait partie aujourd'hui de la maison France Télévisions. C'est le journaliste du rugby en France, mesdames, messieurs, Mathieu Lartaud, et dans Pressentiment. Top générique. Bonjour à tous, bonjour Mathieu. Bonjour Eric. Merci de prendre quelques minutes de ton temps pour être dans Pressentiment. Je précise, le cas échéant, que nous sommes dans l'arène, en Paris La Défense Arena, qui explique peut-être les bruits qui nous entourent, mais aussi le bonheur qui est un peu le mien égoïste de t'accueillir entre guillemets un tout petit peu à la maison. Eh ben, je suis ravi de participer à cette belle série. L'occasion pour moi de saluer et de remercier la direction du Racing qui nous a accordé cet espace pour mieux connaître l'homme qui est la voix du rugby sur France Télévisions, mais pas que. Stade 2 entre autres, et puis plein de choses. Puis finalement, quand on prend ton CV, on se rend compte que le rugby, c'est une partie importante de ta vie professionnelle, mais pas uniquement. Non, je suis arrivé dans un service des sports qui a cette culture de l'omnisport. Donc j'ai eu cette opportunité magnifique de faire plein de disciplines. Moi, ma passion première et mon amour pour le rugby m'a amené à professionnellement m'y consacrer et le pratiquer d'ailleurs beaucoup, aussi. Le pratiquer jadis, mais ça remonte à un certain temps. Mais j'ai cette chance-là de pouvoir faire plein de choses, tu l'as dit, Stade 2, et puis à l'occasion des grands événements comme les Jeux Olympiques, faire d'autres disciplines, aller à la rencontre d'autres sportifs. Donc ça, c'est une vraie chance. Alors, un truc que je dis jamais, je trouve Mathieu beau. Ah ouais? Je te trouve beau. C'est le maquillage, ça. Non, t'es pas... Non. Tu vas, je l'espère, arrêter de sourire, puisque comme tes collègues, tu vas devoir choisir parmi les questions vaches. D'accord. Et en choisir une et prendre celle que tu veux et s'il te plaît la lire. Il y a vraiment des questions très très vaches. Disons que j'espère que tu vas te planter, quoi. Donc tu lis la question, tu ne donnes pas la réponse. Dans quelle ville sont situés les plus hauts poteaux de rugby d'Europe? Tu réfléchis, tu ne donnes pas la réponse, nous on prend une respiration et on se retrouve avec bonheur avec Mathieu Lartaud de France Télévisions. À tout de suite. Mathieu, première question, quel est ton numéro de carte de presse, s'il te plaît? 92 757. Est-ce que tu supportes un club en France, et si oui, lequel? Un club de rugby? Ouais, bah oui. Ouais, écoute, moi je ne vais pas te demander de badminton, tu serais capable de me donner une réponse en plus. Non, pas en badminton, mais en rugby, j'ai des sensibilités, on va dire. C'est pas lié forcément, c'est plus lié à la forme de jeu pratiquée. Donc pendant très longtemps, j'ai aimé le grand Stade Toulousain, évidemment. J'ai eu beaucoup d'affection pour le Biarritz Olympique par les joueurs qui composaient cette équipe parce que c'était... L'époque Blanco? L'époque Serge Blanco, l'époque Harry Nordoki, Yachvili, Julien Peyrelon, Damien Traille. Voilà, c'est une génération qui m'a accompagné professionnellement. Et à cette époque-là, on faisait beaucoup de matchs du BO et j'avais une sympathie. En fait, pour eux. Après, j'ai pas vraiment de préférence. Aujourd'hui, dans le top 14, je trouve qu'il y a plein d'équipes qui jouent formidablement bien. Il y a les ambiances qui comptent beaucoup. Quand je vais à Clermont, je trouve que c'est une ambiance, au Michelin, c'est une ambiance magnifique. Au Stade Toulousain, quand c'est des grandes épopées européennes, on a vibré aussi. Donc moi, tu préfères d'ailleurs Ernest Vallon ou le Stadium? Moi, je préfère Ernest. D'accord. Je préfère Ernest Vallon, je trouve que c'est plus authentique. Et je trouve toujours que vaut mieux un petit stade plein à craquer avec une ambiance des grandes heures plutôt qu'une grande enceinte qui n'est pas toujours remplie et ce n'est pas toujours les mêmes populations qui se rendent au stade. C'est bien parce qu'on a une question justement après sur les stades, tu verras. Ah bon. Est-ce que tu as eu ou est-ce que tu as un mentor ou est-ce que c'est un événement sportif qui t'a donné envie de faire ce métier? Qu'est-ce qui a été le déclencheur? Il y en a eu plusieurs des déclencheurs. Moi j'ai un souvenir, j'avais 4 ans. Quand Yannick Noah remporte Roland-Garros et c'est imprégné au plus profond de moi. Je me souviens très bien de vivre ça en famille avec mon père. C'est quelque chose qui m'a éveillé quelque part au sport. Et puis après, je pratiquais le rugby. Le tournoi des 5 nations à l'époque était le moment où, de partage avec mon père qui était un joueur de rugby aussi. On se réunissait, on regardait les matchs en famille. Le tournoi m'a marqué profondément parce que habité. Ouais, il m'a habité. C'était pour moi
c'était le truc suprême, quoi. Je regardais ça à la télévision, j'étais émerveillé, la voix. Ça, tu te rends compte? Et je fais ça aujourd'hui, je me rends compte du privilège que c'est. Mais moi, j'ai grandi avec Bala, Pierre, ensuite Thierry Lacroix, qui m'ont fait vivre ces moments de sport fantastique, des générations en équipe de France qui m'ont fait rêver. Et donc, ça, c'est les choses qui m'ont éveillé, qui ont éveillé mon envie de faire ce métier-là. Est-ce que tu peux nous raconter justement ta première fois à l'échelle professionnelle? Est-ce que tu te souviens du premier match que tu as commenté? Ouais, je me souviens très bien du premier match que j'ai commenté parce que c'était, j'avais 20 ans. Je venais d'arriver à France Télévisions, ça faisait 2 ans que j'y étais. Et comme tu le disais tout à l'heure, j'ai d'abord fait plein de sports différents. J'étais reporter à Stade 2. Les patrons de France Télévisions savaient très bien que j'avais pratiqué le rugby, que j'avais cette sensibilité-là et que j'aimais particulièrement ce sport. Mais le jour où on t'annonce que tu vas commenter un match du tournoi Destination à 20 ans, tu ne peux que t'en souvenir toute ta vie. Donc c'était Angleterre-Italie à Twickenham, en plus, dans le temple du rugby, avec Serge Simon en consultant. Et je me souviens. Gaffe sur ce que tu vas dire sur ça. Non, je ne dirai plus rien, parce que maintenant il a basculé de l'autre côté. Mais je m'en souviens très bien parce que pour moi c'était irréel. Je suis arrivé là-bas, j'étais vraiment comme un enfant, c'est le cas de le dire. Alors j'étais un enfant professionnellement à 20 ans, je pense que j'avais pas les armes du direct, j'avais pas la voix, j'avais pas les bons réflexes. La sérénité peut-être aussi. Ouais, et une forme de confiance en soi parce que Tu t'es refait le match peut-être 20 fois, non? Bon, je l'ai revu. Non, mais je veux dire, pardon, en amont du match, véritablement, tu étais déjà. Ouais, je m'étais projeté un petit peu, mais en réalité, je vais t'expliquer les coulisses du truc. Pierre Salviac, qui était le patron du rugby, vient et me dit le lundi, samedi, tu vas à Twickenham commenter Angleterre-Italie. Et moi, j'étais paniqué parce que j'avais fait que des résumés dans Stade 2, j'avais aucune expérience du direct. À l'époque, je faisais même pas de plateau en tant que chroniqueur autour de la table de Stade 2. Donc je pensais que j'étais pas armé pour le faire. Donc il me dit, écoute, on va faire un truc, on va te faire travailler à blanc cette semaine. Donc on va faire venir un consultant, puis tu vas commenter des matchs en cabine pour voir ce que ça donne. Et là, ils appellent Vincent Moscato, qui à l'époque faisait partie du volant des consultants de France Télévisions. Donc Vincent vient à France Télévisions, on se met en cabine et puis ils nous mettent un match qu'ils avaient trouvé dans la vidéothèque de France Télé, un France-Australie, je crois, de mémoire. Et nous voilà partis pour commenter ce match-là. Sauf que Vincent Moscato, on connaît tous le personnage. Il part en sucette. Il part régulièrement en sucette, qui plus est quand c'est pour personne. Là, c'était pour nous deux, dans une cabine. Donc on sort de ce truc-là. Et moi qui étais là pour avoir des repères et me dire, bon, je peux le faire, je suis sorti de là en me disant, bon, en fait, c'était un peu du grand n'importe quoi, mais c'était une expérience formidable, c'était génial. Et je suis parti un peu comme ça dans l'inconnu, c'était le saut dans l'inconnu. Et après, j'ai commenté le match et je pense que l'innocence aussi te fait être performant parce que quelque part, tu vis ça comme un téléspectateur lambda. Donc, évidemment, tu as un rôle de retranscription, etc. Mais j'étais plus ce jour-là dans le passionné de rugby qui vit une expérience incroyable. Et je l'ai réécouté par la suite. J'étais effectivement pas très performant. J'avais une voix dramatique. Ça a changé. Bon, voilà, changé. Voilà, tous les défauts te sautent aux yeux. Mais en même temps, c'était une telle opportunité, une telle chance que... Démarrer avec la Tortue Béglaise, c'est pas mal quand même. Ouais. Quelle est ta plus grande bourde? Est-ce que tu te souviens d'une erreur que tu as faite, qui avait le recul, te fait sourire, mais sur le moment... Il y en a eu plein, hein, des bourdes. Alors, il y a une bourde qui a été très commentée sur les réseaux sociaux. Il y a quelques années de cela, on fait le match d'ouverture, je crois, du tournoi. C'était Pays de Galles-Angleterre à Cardiff. Et il y a une séquence de jeu où un Gallois aplatit le ballon sur le poteau. Donc comme tout le monde sait, et comme tout le monde connaît les règles dans le rugby, quand on aplatit à la base du poteau, c'est considéré comme essai. Mais là, c'était, de mémoire, je crois que c'était James Haskell, il avait aplati sur la protection, mais en hauteur. Donc évidemment, là, il n'y a pas essai dans ce cas-là. Et il se trouve que, et en fait, ce que les gens ignorent, en fait, parce que le monde de la télévision, il y a tout l'envers du décor, la manière dont tout ça se passe. Quand on est à l'extérieur, il y a une réalisation qui est assurée par les diffuseurs hôtes, donc pas France Télévisions ce jour-là. Et il se trouve que dans le stade, on a un énorme problème depuis le début du match avec les fréquences au niveau du son,
Donc on a une oreillette quand on commente, des oreillettes. Je suis avec Fabien Galtier et en fait, ça fait un quart d'heure qu'on commente et on ne s'entend pas. Ni l'un ni l'autre. Donc c'est dans l'exercice très difficile parce que tu as tendance à te chevaucher, à parler sur l'autre. Donc on a très peu de repères. Et en fait, au moment où Haskell aplatit sur le poteau, moi je dis James Haskell a aplati sur le poteau, Fabien est là, ouais, essai, machin, etc. Et moi, je me dis, parce que la répartition sur un direct, elle est très simple, c'est le journaliste, il est là pour commenter l'action, faire du factuel, donner des informations, et le consultant est là pour apporter son éclairage technique, sa compréhension du jeu, son expertise, et sur France Télévisions, qui plus est, ce qu'on s'adresse à un très large public, rappeler les règles élémentaires du rugby. Et donc moi, je pense naturellement que Fabien va faire cet éclairage sur la règle. Et il ne le fait pas. Et en fait, comme je ne l'entends pas, moi, j'ai pas ce retour-là, donc on reprend le commentaire comme si tout s'était passé naturellement. Sauf que, effectivement, ce jour-là, on a fait une erreur parce qu'on aurait dû expliquer aux téléspectateurs que... D'accord. Mais l'essai n'a pas été validé. Non, l'essai n'a pas été validé, mais si tu veux, on a manqué à notre devoir sur le moment de rappeler la règle. Oui, mais non, mais c'est important. Tes jeux de mots, parfois un peu aussi. Ah ben j'en ai raté plein. Et on peut pas être toujours très inspiré. Non, mais ça fait partie de toi, ça aussi. Les jeux de mots, c'est quelque chose qui fait partie de moi, mais les gens qui me connaissent, je fais ça, moi, dans la vie de tous les jours. On est en conférence de rédaction, entre potes. Ouais. J'aime jouer avec les noms, avec la langue. Je sais que parfois, certains disent que c'est trop. D'autres me sollicitent, m'en envoient par message ou sur Twitter ou machin. Ça fait partie de moi. Ouais. Voilà. Et je ne peux pas me renier. Donc ça, je continuerai à le faire. Quel événement sportif que tu as vécu t'a ému au point de te faire pleurer ou de rire ou de tristesse, quelque chose qui a généré des frissons, les poils qui se dressent, quelque chose qui t'est sorti de ta logique professionnelle pour être un spectateur passionné et passionnant? Écoute, j'ai envie de te dire, et c'est paradoxal parce que c'est une défaite du 15 de France, mais c'est probablement à ce jour le match le plus dingue que j'ai eu à commenter. C'était un Angleterre-France à Twickenham, en 2015, je crois, si mes souvenirs sont bons. Un match irrationnel, 55-35. Alors on prend une déculottée par les Anglais, mais ce jour-là, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ce stade. Il y a parfois des matchs comme ça où il n'y a plus de logique, où on se dit tout simplement on est en train d'assister à un grand moment de sport. Et en fait, peu importe le résultat. Et c'est ce que j'ai toujours dit, moi. Malheureusement, on est dans une séquence pour le rugby français qui est difficile, les résultats sont très mauvais et moi j'en souffre particulièrement cette année parce que le tournoi a été vraiment un long calvaire, mais en fait, peu importe le résultat. Si l'équipe de France, moi ce jour-là, j'ai trouvé l'équipe de France formidable, belle dans la défaite, magnifique, parce qu'elle a livré une bataille. Dans le sport, on peut perdre contre plus fort que soi, mais quand on se donne les moyens et qu'on donne le maximum de soi. Et c'est ce qu'a fait cette équipe de France ce jour-là. Et on est sorti de ce match. Moi, je pense que j'en suis sorti même pendant que je commentais parce que, effectivement, par moment, t'oublies que tu parles à des millions de gens. Tu es sur un moment de sport unique. Et là, tu perds un peu le contrôle et tu te lâches. Ça a été un moment extraordinaire. Un match magique. Et j'imagine... Et je n'ai pas eu cette chance-là professionnellement. J'imagine un Grégoire Margoton commentant un titre mondial en hand, en football. Je te le souhaite au Japon. On n'en a pas les droits. mais j'imagine l'émotion que ça peut procurer parce que ces moments-là, on a évidemment envie de le partager avec le public, mais aussi avec les équipes qu'on suit. Et moi, je rêve un jour de pouvoir commenter des jours heureux. Quel sportif t'a fait ou te ferait faire des milliers de kilomètres pour le voir jouer aujourd'hui? Michael Jordan. Ouais, t'es un peu à la bourre. Je suis un peu à la bourre, mais non, mais je pourrais aller le voir jouer au golf dans ses loisirs. Tu sais qu'il est venu à Paris pour la rédac? Je sais qu'il est venu. Je te montrerai le selfie. Tu l'as fait? Oui. Voilà, quel chanceux. Non, mais c'est pour moi l'un des plus grands sportifs de tous les temps et c'est quelqu'un qui dans ma jeunesse m'a beaucoup inspiré. À l'époque, comme tous les gamins, je jouais au basket avec des potes
le week-end et je regardais la NBA avec ce formidable commentateur qui est George Eddy, qui est quelqu'un qui m'a aussi beaucoup donné envie de faire ce métier-là. Et Michael Jordan, il incarne quelque chose, mais au-delà du... C'est quelqu'un qui dépasse le sport. Ouais. C'est déjà quelqu'un d'élégant, qui est beau. Il n'a pas de garde du corps quand même. Il ouais, marche, mais il n'a pas de garde du corps. Ça m'étonne pas. En même temps, qui voudrait aller le faire chier, c'est quelqu'un qui est... Pour lui, je serais capable de faire traverser la planète pour un jour le rencontrer. Merci d'avoir organisé ça. Mathieu Lartaud est dans Pressentiment. L'enveloppe, c'est la question. On prend nous aussi une respiration et on retrouve tout de suite pour sa question vache. A tout de suite. Mathieu, la question, en fait, tu l'as prise, c'est la première. Oui, je ne sais plus. Ouais, je t'en prie. Est-ce que tu peux... Est-ce que c'est toujours la même? Parce que ça peut être une pire. La même. Non. Dans quelle ville sont situés les plus hauts poteaux de rugby d'Europe? Alors je crois savoir dans quel pays. C'est l'Angleterre. J'essaye de voir si je me gourre ou pas. Non, je crois que c'est l'Angleterre. Et... Je suis content, je vais t'apprendre quelque chose. Ah merde, alors c'est pas ça. J'ai déjà faux sur le pays. T'as faux. Tu m'aurais dit qui alors? Où? J'ai un souvenir, je me souviens qu'à l'époque de Ludovic Mercier, qui était demi d'ouverture à Gloucester, ils avaient fait rehausser la hauteur des poteaux parce qu'il avait un coup de pied tellement énorme qu'il butait très haut et il se rendait compte que la moitié du temps, on ne savait pas si elle était passée ou pas. Donc j'aurais dit, je sais que en l'occurrence, je sais que c'est pas Gloucester, mais j'aurais dit l'Angleterre. Alors avant c'était Toulouse, ouais. Et maintenant c'est Cardiff. Cardiff au Principality Stadium. Alors je suis incapable de te dire quel stade. Voilà. Non mais tu remarqueras la question. Dans quelle ville? Dans quelle ville? Ouais, t'as pas dit dans quel stade. C'est exactement ça. Donc Cardiff. Mais ça permettra à tout un chacun d'aller découvrir la réponse avec justesse et toi de te renseigner sur Comme quoi on ne sait jamais tout. Mathieu, le petit jingle qui va bien, on se retrouve pour la deuxième série de questions avec Mathieu Lartaud de France Télévisions. Deuxième série de questions avec Mathieu Lartaud qui n'a pas quitté le stade. D'abord parce qu'il y bosse un peu aussi. Parce qu'on y est bien aussi. Ah, c'est bien. On y est bien. Président Lorenzetti. Comment tu parlais des réseaux sociaux tout à l'heure. Comment tu appréhendes justement ceci? Est-ce que tu es un community manager? Est-ce que c'est toi qui tweets? Pas du tout. Est-ce que tu réponds? Est-ce que quels sont les gens que tu follow? Comment tu appréhendes ça? Twitter, Instagram, Facebook? Instagram, je trouve, c'est un réseau différent, Instagram, parce que c'est de l'esthétisme, c'est de la belle photo, il y a très peu de contenu éditorial. Moi, ce qui m'intéresse par rapport à Twitter, c'est la masse d'informations qui peut y circuler. Après, il faut quand même faire le tri, vérifier les choses, surtout dans l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui. Il y a des vrais talents, des gens qui, en peu de mots, savent faire passer des idées, de l'humour. Moi j'aime beaucoup ça. Il y a des sites satiriques qui parfois me font pas de cadeaux et je les trouve géniaux. Je trouve qu'il y a du talent. Il y a du talent sur Twitter. Il y a vraiment des gens qui savent bien utiliser ce réseau social. Je me fais un peu plus discret parce que je me rends compte aussi que vouloir tout commenter tout le temps, c'est pas non plus la bonne solution. On n'est pas pertinent sur tout. On n'a peut-être pas une légitimité d'ailleurs à le faire sur plein de choses. Moi, il se trouve que je regarde une quantité de sport incroyable, donc j'ai tendance je regarde un match, je mets un petit commentaire, etc. Je le fais peut-être moins qu'à mes débuts. Voilà, c'est la petite différence. Elle va certainement t'amener un petit peu de réflexion, cette question-là. Quel est, architecturellement parlant, le stade le plus beau que tu aies vu? L'enceinte sportive la plus belle? Je parle bien de bâtiment. Ouais, c'est très simple. C'est le Nîmes à Pékin, le stade olympique. Tout à fait pour les JO. Pour les Jeux. Ouais. C'est 2000, hein? C'était, non, 2000 c'était Sydney, 2004 Athènes, 2008 Pékin. 2008. En 2008. Au niveau de l'architecture, c'est un bijou. À travailler aussi? Alors moi, à l'époque, je faisais une émission avec Cédric Baudou et Philippe Lafont qui s'appelait Un jour à Pékin. Donc on retraçait la journée olympique sur 1 heure. Donc on n'allait pas dans les stades, on ne faisait pas de commentaires, on faisait une émission, mais on tournait des petites séquences, des petits sketchs pour alimenter l'émission. Et on en a tourné dans le stade olympique. Et je me souviens, et pourtant on en voit des enceintes sportives, parce que
le privilège immense de ce métier, c'est qu'on voyage à travers le monde et qu'on voit différentes choses. Et franchement, ce jour-là, j'avais été estomaqué. C'était impressionnant, c'était beau. C'est une prouesse. C'est un stade qui est extraordinaire. Quel est, en France ou à l'étranger, le stade à la plus folle ambiance? Oh, c'est difficile ça, parce que les ambiances ne sont pas les mêmes. Au Michelin, on est dans quelque chose de bruyant, de chaleureux, on sent l'engouement, l'amour que les supporters ont pour leur équipe. On va à Mayol, à Toulon, il y a un côté électrique, très très fort aussi. On vient à l'Arena pour un match du Racing, on est dans quelque chose de fermé maintenant, avec une caisse de résonance importante. Donc en fait, les atmosphères, elles sont un peu différentes. Le stade le plus chaud, je dirais... C'est pour ça que je te dis France ou à l'étranger. Probablement que tu pourrais trouver ailleurs... mais tu dirais, je ne voulais pas te couper, non, mais j'aurais dit à la grande époque Aimé Giral, à Perpignan. Où là, j'ai vu des ambiances très très chaudes. À la grande époque de Perpignan, où c'était... ça gagnait. Ça envoyait. Ouais. Ouais, où ça gagnait pas forcément tout le temps, mais... Non, les Catalans, ils sont chauds. Mathieu, il reste 2 questions. Quand tu es dans un stade, et toi ça te concerne puisque tu fais l'équipe de France depuis plusieurs années, quand tu es dans un stade et que retentit la Marseillaise, quelle est ton attitude? Est-ce que tu fais abstraction du chant pour te concentrer sur ton travail ou tu te lèves? Comment tu vis ce moment-là? C'est très simple. Alors, avec Fabien Galtier, on a une habitude, c'est que, donc je le disais, nous quand on commente, on a des oreillettes. Donc quand les hymnes approchent, et ça renvoie à des souvenirs d'enfance en fait. Parce que pour moi, le tournoi destination, le moment le plus fort d'un match, c'est les hymnes. Donc quelle que soit l'enceinte, au moment où on annonce les hymnes, on pose le micro, on enlève les oreillettes, on se lève et on écoute. Et on savoure ce moment-là parce que c'est le seul moment. Alors évidemment, parfois dans nos commentaires, il y a des respirations, on laisse vivre certaines choses, on se tait, etc. Mais c'est le seul moment qui relève presque du sacré, quoi. Là, on se tait, c'est les hymnes, on écoute ça, et quels que soient les hymnes. Alors le côté patriote, oui, la Marseillaise, ça fait partie de toi et tu vis ça de manière intense. Mais les hymnes du tournoi, Land of My Fathers à Cardiff, c'est des moments où tu as les poils, quoi, où tu te dis mais quelle chance, quel privilège d'être là et de vivre ces instants-là. Et d'ailleurs, j'avais dit un jour, en ouverture d'un match à Cardiff, que le jour où tout s'arrêtera pour moi dans ma carrière de journaliste, ce que j'emporterai avec moi, c'est ces moments-là. C'est pas l'essai qui fera gagner l'équipe de France, et je leur souhaite un jour en étant champion du monde, c'est les hymnes. C'est les peuples qui, dans un stade comme ça, se lèvent d'un seul homme, entonnent leur hymne, témoignent de leur amour à leur nation, à leur équipe. Et ça, c'est des moments uniques. Alors imagine quand tu es au bord de la pelouse et que tu as les joueurs j'imagine. de toi. Mais toi aussi, tu es privilégié. Ouais, là, tu parlais je souscris totalement à ce que tu dis. Quel que soit le sport, quand on a cette proximité-là avec les joueurs, qu'on les voit, que moi, je les entends chanter, c'est bon. Bref. Ah, c'est beau. Il reste une question. Mathieu, au préalable, te remercier encore une fois d'avoir vraiment pris le temps d'être dans Pressentiment dans cette saison 2 qui voit la qualité des intervenants se succéder chez moi avec beaucoup de plaisir. Quid de la VAR? Alors, on parle de ce qui se passe aujourd'hui avec le football et la problématique. Comment toi tu vis la vidéo-assistance dans le rugby? Comme une évidence, comme quelque chose que tu as appris à vivre avec, à travailler avec? Quel est ton sentiment là-dessus? Pour moi, j'ai une théorie très simple, que ce soit en rugby, parce que pour le coup, on a été un peu précurseur par rapport à nos amis du football. La vidéo maintenant fait partie quand même de nos retransmissions. Le seul désavantage de la vidéo, c'est que parfois, ça te coupe de l'émotion et d'une intensité dans un match, parce que si on prend l'exemple de 87 et du match France-Australie avec l'essai de Serge Blanco qui nous qualifie pour la finale de Coupe du Monde, s'il y avait eu la VAR, on aurait été éliminé parce qu'il y avait 3 ans d'avance sur l'action et on aurait tous pleuré à la maison. Mais en même temps, ma théorie elle est simple, c'est que la VAR,
c'est comme la ceinture de sécurité en voiture. Ça ne règle pas tous les accidents de la route et ça ne fait pas en sorte qu'il n'y ait plus de morts sur la route. Mais si ça peut sauver 99 vies sur 100, c'est une jolie parabole. Et ben, il faut le faire. Et la VAR, c'est ça en fait. C'est-à-dire que ça ne règle pas tous les problèmes. Il peut y avoir encore des mauvaises décisions, mais dans la grande majorité des cas, tout le monde sera d'accord pour dire que un arbitre seul ou même assisté de 3-4 personnes autour de lui, à la vitesse où vont les choses dans le sport aujourd'hui professionnel, que ce soit en foot ou en rugby, l'être humain ne peut pas gérer tout seul. Il faut qu'il ait une assistance. Et donc, je sais bien que ceux qui sont anti-vidéo trouveront toujours des contre-arguments, ils trouveront toujours des séquences, on dira oui mais là regarde par exemple, même avec la VAR, on a... Ok, c'est un cas, mais si tu prends 100 cas, la grande majorité sera résolue par l'assistance vidéo. Donc ça c'est ma théorie. La théorie de pressentiment, c'est d'avoir les journalistes les plus probants. Mathieu Lartaud en fait partie de France Télévisions. Merci Mathieu. Merci Eric. Merci. Plaisir.